Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Merci beaucoup de nous recevoir dans cet épisode avec le podcast Azimut pour la deuxième année consécutive. L'interview de Jérôme Teilhard. On l'avait fait en novembre dernier. C'était la deuxième fois que je le rencontrais. Alors on est au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On est là pour parler évidemment de Parcoursup avec vous, c'est votre sujet. J'imagine que vous êtes à l'initiative de la plateforme. Vous suivez ses évolutions. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet ? Et le lien vous sera indiqué dans les commentaires de cet épisode. Avant de se projeter dans l'avenir, se reprojeter dans le passé, la saison toute fraîche qui est terminée, saison 2022 de Parcoursup. Avant le bilan officiel, peut-être déjà, est-ce que vous pouvez nous livrer un peu votre impression de ce qui s'est passé l'année dernière 2023. Avant de vous proposer à l'écoute l'intégralité de notre échange, je vous propose d'écouter quelques extraits qui m'ont semblé intéressants. Bonne écoute. Jérôme Teilhard, chef du projet Parcoursup. Les épreuves du baccalauréat ont été J'ai trois préoccupations permanentes. Trouver le point d'équilibre entre je pense que les formations d'un côté qui ont leurs exigences, les usagers qui ont les leurs et qui se revoir des salons de l'orientation pour eux, et puis moi l'exigence qui est celle de l'efficacité, et donc on trouve des compromis permanents qui manquaient sans doute à toute cette génération. Il y a une croyance que c'est Parcoursup qui fait le classement, que c'est un algorithme froid et inhumain. J'allais dire, moi je prends des termes comme un élément qui décide du destin. Cette idée-là, je pense qu'elle est ancrée, et je pense que ça, c'est toujours un travail ce traitement qui n'est pas que sur la plateforme, d'arriver à expliquer les choses. Je parle moi avec toutes les formations pour leur dire du bien à tous les amis, prenez vos responsabilités, c'est vous qui décidez, ce n'est pas à Parcoursup. Il y a une autre information qui est sans doute plus rassurante et qui est au milieu de la société, c'est cette articulation permanente entre la plateforme socio-culturelle et des acteurs Parcoursup sur le terrain, dans les lycées. On a atteint un paysage de 21 000 formations à l'orientation. Ça commence à faire beaucoup. On a traité l'ensemble des formations qui rentraient dans le spectre de définition d'éligibilité à Parcoursup. Il y a des formations dont le diplôme est reconnu par l'État. Du côté de... Il n'y a pas de débat Parcoursup contre le bail, c'est un faux débat. La question, c'est les deux leviers pour la réussite. C'est aussi une année qui a été ultérieure des lycéens dans leurs études supérieures. C'est naturel, les services publics sont là. Parcoursup, c'est une aventure familiale, c'est pas que individuel. Mais pour les lycéens, ce qui compte, c'est le projet d'orientation. Ce qui compte, c'est ce que vous souhaitez faire, loin de la réalité. L'objectif, c'est pas Parcoursup en soi. L'objectif, c'est les études qu'il y a derrière. L'objectif, c'est là où on se projette. Moi, je ne suis pas dans ce débat, c'est pas mon Bonjour rôle, Jérôme Teilhard, merci beaucoup de nous recevoir avec le podcast Azimut pour la deuxième année consécutive. Quand est-ce qu'on l'avait fait ? On l'avait fait en novembre dernier. Mais aussi un travail permanent. Alors on est au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On est là pour parler évidemment de Parcoursup avec vous, c'est votre sujet. J'imagine que vous êtes à l'initiative de la plateforme. Vous suivez ses évolutions. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet ? C'est pas un constat 5 ans. De défaut, c'est tout. Alors, avant de se projeter dans l'avenir, se reprojeter dans le passé, la saison toute fraîche qui est terminée, saison 2022 de Parcoursup. Avant le bilan officiel, peut-être déjà, est-ce que vous pouvez nous livrer un peu votre impression de ce qui s'est passé l'année dernière ? Écoutez, je pense que c'était une année qui a évidemment encore été marquée à la fois par le Covid, c'est-à-dire les épreuves du baccalauréat ont été réorganisées en fonction. En même temps, je pense que c'était aussi une année de transition parce que on a pu revoir des salons de l'orientation, on a pu revoir des journées portes ouvertes dans les établissements, et je pense que c'est un élément très positif qui manquait sans doute à toute cette génération de lycéens de 2020, on a terminé la phase complémentaire au moment de l'interview, là aujourd'hui. Quel a été un peu le ressenti que vous en avez par rapport à l'année précédente ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait moins de monde dans cette phase complémentaire ? Est-ce qu'elle était plus dense, plus inquiétante ? Revenir tout ce traitement qui n'est pas que sur la plateforme, qui est aussi la relation interpersonnelle en présentiel, ça fait du bien à tout le monde, fait du bien à la plateforme Parcoursup parce qu'elle n'est pas seule à être vecteur d'information. Il y a une autre information qui est sans doute plus rassurante et qui est la relation auquel on souhaite, c'est-à-dire cette articulation
coopération permanente entre la plateforme qui n'est qu'une plateforme et des acteurs sur le terrain, dans les lycées, en dehors des lycées, qui font vivre finalement l'appui, l'accompagnement à l'orientation de la part des élèves. Nous avions souhaité cette année que la plateforme aille plus vite, parce qu'il y a une vraie attente du côté de des réceptions de propositions d'admission, et ça a effectivement été aller plus vite, et je pense que ça c'est une bonne chose. Après, nous nous inscrivons, c'est aussi une année qui a été marquée, on le dit, puis c'est naturel, les services publics sont là pour être aussi sous le regard exigeant de leurs usagers, mais une année qui a été aussi marquée par un débat autour de Parcoursup. Qu'est-ce qu'il y avait comme évolution que vous aviez apportée l'année dernière, qui a été mise en place et qui a déjà et qui sera reconduit par exemple? Important, les délais politiques publiques. Moi, je suis pas dans ce débat, c'est pas mon rôle, mais néanmoins, je prends aussi, j'écoute, et nous avons ici évidemment une attention à ces questions-là portées au plus haut niveau des décisions et des discussions, mais aussi un travail permanent de relation avec les usagers, d'amélioration par le dialogue avec les usagers. Voilà, c'est aussi la marque Parcoursup d'avoir en permanence le sentiment qu'on doit améliorer les choses, mais que c'est pas un constat d'un défaut, c'est-à-dire toutes les politiques publiques elles prennent en compte les usagers, et nous on a la chance, ce ne sont jamais les mêmes usagers. C'est toujours des nouveaux usagers, donc il est important aussi d'avoir des communications, et chaque année de renforcer la communication vers eux, parce que parfois, parce qu'on lit, on peut avoir des idées de Parcoursup qui ne sont pas la réalité de ce qui s'y passe. Et je pense que c'est aussi important d'avoir ce travail-là, nous, de toujours persuader, ce qui veut dire qu'on travaille aussi, travailler avec la PQR, changer, nous adapter en permanence pour essayer de toucher directement les jeunes, leurs familles, parce que pour leur donner la bonne information. On traite, on prévient, on informe. On a terminé la phase complémentaire au moment de l'interview, aujourd'hui. Quel a été un peu le ressenti que vous en avez par rapport à l'année précédente? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait moins de monde dans cette phase complémentaire? Est-ce qu'elle était plus dense, plus inquiétante? En fait, je pense réduire les délais davantage que ça soit quelque chose qui est mal vécu. La phase principale est allée plus vite, a fait plus de propositions, donc il y avait peut-être moins de gens sur la phase complémentaire. Alors, j'ai trois préoccupations permanentes. Trouver le point d'équilibre. C'est un sujet de mécanique des fluides à traiter. On verra ce qu'il en est dans les chiffres, mais notre objectif a toujours été, et il demeure, la phase complémentaire elle est indispensable, parce qu'il y a toujours cet effet d'adéquation nécessaire, parce qu'elle se produit pas naturellement dans aucun système. Quel que soit le type d'algorithme qu'on utilise sur le processus, il y a toujours besoin d'une marge. Et puis parfois, il y a des candidats qui changent d'avis en cours de route pour des tas de raisons personnelles, qui les intéressent peu, la hiérarchisation, mais notre priorité, elle est toujours faire en sorte que ça soit dans la phase principale, que se passe le maximum de réponses, de propositions auprès des candidats, qu'on les fasse plus vite, parce que c'est là qu'est l'enjeu de leur dossier de candidature, et c'est là qu'ils ont des réponses plus rapidement. La liberté de choix. Qu'est-ce qu'il y avait comme évolution que vous aviez apportée l'année dernière, qui a été mise en place et qui a déjà et qui sera reconduit par exemple? Avec la philosophie aussi. Les délais. Après, il faut trouver d'avoir un suivi des délais, et puis parfois de réduire les délais. Encore une fois, on ne fait pas dans l'absolu. C'est pas on se lève le matin et on dit qu'on va réduire les délais. C'est pas ça. C'est qu'on regarde quelles sont les pratiques des usagers afin d'optimiser au maximum. C'est-à-dire que mon objectif, c'est que les candidats aient suffisamment de temps pour répondre, mais qu'on n'ait pas un temps perdu. On a des réponses qui soient finalement du temps perdu pour les autres, et pour l'efficacité de la procédure. Nous avions fait un choix de raccourcir les délais, et ça a plutôt bien fonctionné. Et je le dis parce que c'est très important, sans que personne de hiérarchisation des vœux, là, ne va pas être implémenté dès le départ pour ceux qui sont usagers. Non, pour la prochaine ouverture. Ça a toujours été des messages, des SMS, il y a les parents qui peuvent rentrer leurs données. Vraiment, j'allais dire, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis maintenant 4 ans, en disant bien que c'est fait partie des innovations qui ont un effet majeur. C'est-à-dire qu'on a apaisé le débat. Le débat public peut être c'est une question d'équilibre plein entre
satisfaire le plus grand nombre, trouver des exigences, 5 ans après, ça invite toujours le débat avec les relations de famille s'est beaucoup apaisé, parce que personne n'est prêt, on prévient, on informe. Oui, il y a plus de transparence. Le mot est un mot un peu valise dans lequel on peut mettre plein de choses, mais en tout cas, dans notre relation, nous, usagers, il y a le devoir d'information en amont et en permanence, qui fait qu'on peut se permettre de réduire les délais sans que ça soit quelque chose qui est mal vécu, c'est quelque chose qui se passe bien. On l'avait fait avec les fédérations de parents d'élèves aussi. Enfin, c'est toujours moi, j'ai 3 préoccupations permanentes. Trouver le point d'équilibre entre les formations d'un côté qui ont leurs exigences, les usagers qui ont les leurs et qui sont prioritaires parce que la plateforme est faite pour eux, et puis moi, l'exigence qui est celle de l'efficacité. Et donc, on trouve des compromis permanents qui peuvent changer d'une année sur l'autre. Repositionner, qu'il faut adapter, qui a été la plus compliquée à expliquer cette année, sur laquelle vous avez dû vous faire le plus de pédagogie encore envers les familles. Se marient pas spontanément. Donc il faut trouver les articulations en ayant ce souci d'accompagner les candidats. La question de la hiérarchisation à la fin de la phase principale aussi. Parce que c'est un moment, encore une fois, il faut bien rappeler ce contexte-là parce que c'est très important. Il ne s'agit absolument pas de demander aux candidats au moment où ils formulent leurs vœux d'avoir à se contraindre dans une liste. Qui décide du destin. La liberté de choix, elle est quelque chose qui est reconnu. Je pense qu'elle est qui est apprécié par les lycéens, qui va avec la philosophie aussi. Après, il faut trouver l'articulation avec l'efficacité, notamment lorsque la procédure est déjà installée depuis un bon moment et donc que les candidats ont des résultats et qu'il faut pouvoir accélérer avec toujours un même objectif, pouvoir apporter des propositions au plus grand nombre et faire en sorte que ça arrive le plus tôt possible de manière à réduire à la fois l'attente, le sentiment d'attente et puis permettre, il faut trouver notre priorité. C'est qu'il faut renforcer encore notre... Quand on a des réponses qui sont plutôt au mois de juillet, c'est plus facile de rechercher un logement, c'est plus facile de se projeter pour sa rentrée étudiante que quand c'est à la fin du mois d'août. C'est toujours ce paramètre-là qui nous guide. Donc cette initiative de hiérarchisation des vœux, là, ne va pas être implémentée dès le départ, d'aller à l'encontre pour la prochaine ouverture. Ça a toujours été très clair, c'était pas du tout l'objectif. Et puis quand vous dites initiative juste pour le repositionner, c'est-à-dire qu'on travaille avec un comité éthique et scientifique, avait fait cette préconisation-là en disant bien qu'il ne s'agissait pas de rétablir au début, donc on s'est inscrit dans cette logique-là, c'est de trouver l'équilibre. Là aussi, c'est une question d'équilibre entre satisfaire le plus grand nombre, trouver des exigences, ça invite toujours des contraintes, enfin, c'est toujours un équilibre de droit, de devoir, pour arriver au meilleur point d'équilibre. Nous, notre enjeu, il est à inventer, il est à tester dans le respect des usagers, dans le respect des formations et avec le souci toujours de l'accompagnement, donner des éléments à partir de ce que nous avons. On ne peut rien faire sur Parcoursup, très visible. On ne peut rien faire qui ne soit pas accompagné. C'est-à-dire qu'on a un public qui est jeune, on a un public qui a aussi d'autres préoccupations dans la vie, et puis c'est bien naturel. Et donc il faut l'accompagner, il faut accompagner les familles. Et je crois que c'est toujours un axe de travail intéressant que d'avoir ce travail-là pour expliquer, toujours expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait et dans quel sens, quels sont les résultats qu'on estime pouvoir atteindre avec ces évolutions-là. Quelle est la partie de Parcoursup qui a été la plus compliquée à expliquer cette année, sur laquelle vous avez dû, vous, faire le plus de pédagogie malheureusement envers les familles? Les épreuves du baccalauréat de spécialité ont été décalées, ont été repoussées dans le temps. Est-ce que vous savez comment est-ce que les formations ont intégré cette donnée-là, du coup, ne pouvant plus compter sur des notes nationales? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils ont arbitré la prise en compte de ces notes, de ces non-notes, justement? J'emploie des termes que j'ai entendus facile, puisque j'allais dire, on en était qui décide du destin, où on essayait sans pouvoir. Cette idée-là, je pense qu'elle est ancrée. Ne pas prendre en compte cette note-là, mais juste dire des gens qui pensent spontanément. Donc en fait, il y avait pas de rupture ou autre. C'est parce qu'ils l'ont entendu. Et je pense que ça, c'est toujours un travail difficile d'arriver à expliquer les choses. C'est un travail duquel je parle moi avec toutes les formations pour leur dire parce que on connaissait. Les amis, c'était juste le plan. Prenez vos responsabilités. C'est vous qui décidez. Ça n'est pas Parcoursup.
pas être les seuls. Donc il faut trouver ça veut dire qu'il faut renforcer encore notre pédagogie, notre travail d'explication, d'information. Moi je le dis très modestement, c'est pas si simple que ça, parce que Parcoursup est devenu un symbole des mots algorithmes, parce que parfois certains emploient des mots que les autres ne comprennent pas, mais à dessein, parce que c'est plus facile d'aller à l'encontre de... Mais de toute façon, c'est un débat, c'est ce qui est très intéressant aussi dans Parcoursup, c'est qu'au-delà des enjeux individuels qui sont évidemment fondamentaux, dans l'organisation des rendez-vous, il se joue aussi des enjeux qui dépassent Parcoursup lui-même, qui sont des enjeux de société. Ça, c'est exactement le débat public, et la compréhension par l'ensemble des acteurs de ce que ça veut dire, un algorithme. Ce sont des enjeux difficiles, et je comprends que ça soit difficile pour les familles aussi, pour beaucoup d'acteurs de comprendre. Après, nous, notre enjeu, c'est de travailler avec les formations pour revenir à la réalité et d'harmonisation. Comment ça fonctionne, donc expliquer mieux comment ça fonctionne, donner des éléments à partir de ce que nous avons comme données, essayer d'être prévisible. Et donc on se retrouve c'est à la fois une demande qui a été faite par le président de la République dans le cadre de la campagne électorale, c'est évidemment un souci qui nous guide, qui créerait plus de transparence pour expliquer. C'est pas la transparence pour la transparence, c'est la transparence pour expliquer, pour qu'elle permette à des jeunes d'avoir des informations plus tôt pour faire des choix ensuite fondamentales, pour plus tard de manière plus éclairée. C'était donner de la tranquillité et de la sérénité, c'est une épreuve importante pour eux. Terriblement exigeant, mais on est là pour répondre à cette exigence. On a organisé un processus qui a permis de tenir compte. L'année dernière, malheureusement, donc les épreuves du baccalauréat de spécialité ont été décalées, ont été repoussées dans le temps. Est-ce que vous savez comment est-ce que les formations ont intégré cette donnée-là, du coup, pour ne pouvant plus compter sur des notes nationales? Est-ce que vous savez comment vous avez observé des tendances particulières sur la prise en compte de ces non-étudiants de première année qui repassent par Parcoursup puisque j'allais dire demander une alternative d'orientation? Non, je ne sais pas, où on essayait sans pouvoir. Et puis deux, il ne faut jamais oublier que ne pas prendre en compte ces notes-là voulait juste dire faire comme avant. Donc en fait, il n'y avait pas de rupture. Et puis ils ont été informés, les décisions elles se prenaient à la fin du mois de janvier, donc bien avant. Donc nous avions accompagné évidemment les formations, à la fois sur la décision, sur qu'est-ce que ça signifie, et on avait le système de plan B parce qu'on connaissait. Le plan B, c'était juste le plan A d'avant. Ce qui a été pas difficile, mais en tout cas perturbateur pour les formations du supérieur, c'était le fait que le bac se positionnait au mois de mai, pendant des périodes où il y avait des oraux. Donc là aussi, on a joué notre rôle qui était d'être prescriptif, c'est-à-dire que moi j'avais passé des consignes très claires aux formations en disant interdiction absolue de convoquer des lycéens pour des oraux dans la période allant du 9 au 13 mai, qui était la période à la fois de préparation, enfin la semaine, on va dire, où il y avait ces épreuves-là. Et ça a été bien compris. Aujourd'hui, je vois, il a fallu faire de la gymnastique dans l'organisation des rendez-vous, mais je crois que tout le monde l'a bien compris et a joué le jeu. Mais vous voyez, ça c'est exactement l'illustration que je veux donner du travail permanent entre les formations, les UGG. Là, il y a un sujet important pour les UGG. Il faut pouvoir le prendre en compte. C'est exigeant pour les formations, mais en même temps, Parcoursup joue son rôle. C'est-à-dire qu'on est un rôle à la fois de conviction, on est un rôle d'organisation et d'harmonisation, et qu'apprécient les formations. Parce que s'il n'y avait pas ce rôle un peu d'arbitre, en fait, c'est chacun qui ferait en fonction de son intérêt. Et donc, on se retrouverait avec une formation qui dira, bah tiens, moi j'en convoque, puisque c'est mon droit, voilà. Puis une autre qui dira, oui, mais moi je ne l'ai pas fait. Et ça créerait un bazar qui créerait du trouble du côté des lycéens. Parce que s'il y en a un qui est convoqué pendant que l'autre ne l'est pas, vous voyez, à l'heure des réseaux sociaux, vous voyez, la gestion de l'information et de la bonne communication, c'est fondamental pour apaiser. Et c'était vraiment le but, c'était donner de la tranquillité, de la sérénité. C'est une épreuve importante pour eux. On respecte le baccalauréat, c'est très important. Voilà. Et on a organisé un processus qui a permis de tenir compte de cette situation, même si, évidemment, toutes
des formations regrettait de ne pas pouvoir intégrer cette donnée. La réorientation change de statut. Elle faisait comme nous tous, c'est-à-dire que c'était une donnée dont on a bien compris aussi les ressorts d'une décision nationale. Comment on rend mieux compte des... Est-ce que vous avez observé des tendances particulières sur les réorientations, c'est-à-dire les étudiants de première année qui repassent par Parcoursup pour demander une alternative d'orientation? Tendance, je ne sais pas, ils étaient 5000 de plus cette année. Je pense qu'en fait, il y a un changement dans la représentation des réorientations. C'est-à-dire, je pense que ça n'est plus un phénomène marginal. C'est un phénomène important. Ça n'est plus un phénomène qui n'est que la traduction d'un échec. C'est une recherche. C'est sans doute un élément. Il n'est pas la cause de ce sujet. De symptômes, en quelque sorte. Il est le reflet des évolutions. Il montre une réalité que ceux que d'autres ont connus dépassent. Mais j'ai déjà vu, mais je le voyais déjà l'an dernier. C'est pour ça que c'est un sujet de préoccupation au sens d'intérêt. J'avais déjà noté par quelles sont les évolutions à venir en termes de secteurs de formation? Est-ce que vous allez intégrer des gros secteurs, des nouveaux secteurs de formation? Est-ce qu'il y a quelles sont les évolutions à venir sur cette saison 2023? À mon époque, entre guillemets, mon grand âge, quelque chose qui aurait été paru vraiment plus qu'incongru. C'est-à-dire, c'était un non-sujet. Aujourd'hui, je vois des parcours d'étudiants en santé qui font des réorientations, donc qui veulent être médecins, qui font des réorientations vers les IFSI. Là aussi, il y avait une sorte de barrière transparente, mais prégnante, qui faisait que ces évolutions-là, elles n'étaient pas possibles. C'est sans doute le signe d'une époque. C'est sans doute le signe aussi d'évolution dans la maturité des jeunes, dans leur choix. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien m'intéresser aussi à ces choses-là. Le diplôme est reconnu par l'État. Parcoursup n'est pas isolé dans la société. Parcoursup est au milieu de la société. Il y a un million de candidats. Il y a tous les types de... Il peut d'ailleurs y avoir maintenant culturels qui sont présents sur Parcoursup. Et quand je lis, moi, des articles sur qui des élèves, ingénieurs qui décident d'abandonner leur cursus parce que ça ne correspond plus à leur philosophie, et pas des mauvais élèves, pas des élèves dans des formations. On voit qu'il y a une réorganisation secondaire, des formations d'excellence. Quand j'entends ou quand je lis des articles aussi sur la nouvelle relation et les nouvelles demandes des jeunes par rapport à leurs employeurs, dès cette année, qui ne sont pas exactement les domaines de leurs prédécesseurs, de leurs aînés, parce qu'il y a un sujet de qualité de vie, parce qu'il y a un sujet, on retrouve ça aussi sur Parcoursup. C'est peut-être plus difficile à lire, mais moi je vois aussi ces éléments-là, et donc voilà, on a un cadre général. La réorientation change de statut. À nous de travailler aussi, ou dans avec les universités, c'est comment on rend mieux compte des dossiers de ces candidats-là. Là aussi, ça n'est pas que Parcoursup tout seul qui fera cette évolution, c'est des évolutions dans la structuration aussi des universités, des formations, c'est comment elles prennent en compte ces parcours, comment elles retracent la continuité de ces parcours, qui n'était pas forcément c'est pas, je ne veux pas dire une préoccupation, mais c'était pas quelque chose d'aussi important, d'aussi prégnant. Aujourd'hui, ça le devient beaucoup plus. Et Parcoursup, comme sur d'autres sujets, Parcoursup le montre. Il n'est pas la cause de ce sujet. Il est le reflet des évolutions. Il montre une réalité qui le dépasse, mais dont il est un signal. Et à travers les données qu'il publie, on voit ça. Auparavant, on ne le voyait pas. Quand on interroge nos auditeurs, qui sont beaucoup des parents, ils ont une inquiétude autour du quelles sont les évolutions à venir, par exemple en termes de secteurs de formation. Est-ce que vous allez intégrer des gros secteurs, des nouveaux secteurs de formation? Est-ce qu'il y a des quelles sont les évolutions à venir sur cette saison 2023 dans le travail pour leurs enfants, pour aller jusqu'au bout de l'année? Et t'entends la volonté d'aller au bout de l'année pour le grand oral ou pour les études supérieures ne sont pas suffisantes. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est la disparité des notes. On en avait déjà parlé entre les établissements, qui font que les notes qui remontent dans Parcoursup, en fait, ne peuvent se lire, dans certains cas, qu'au nom de l'établissement. Ce qui est important, c'est en termes d'offres de formation, on a atteint le paysage de 21 000 formations. Ça commence à faire beaucoup. On a traité l'ensemble des formations qui rentraient dans le spectre de définition d'éligibilité à Parcoursup, qui est des formations dont le diplôme est reconnu par l'État.
Il y aura peut-être encore des formations en apprentissage, on verra, mais c'est pas augmenter pour augmenter. Il peut d'ailleurs y avoir maintenant, et on le voit, c'est des évolutions dans la structuration des formations. On l'avait déjà commencé avec PASCLAS, la réforme des études de santé, la réforme des buts, la réforme des écoles vétérinaires. Voilà. On voit qu'il y a une réorganisation interne à la manière dont se sont présentées ces formations sur Parcoursup. Est-ce qu'il y a d'autres, justement, aménagements des études supérieures qui vont avoir un impact sur Parcoursup dès cette année ? Je ne l'ai pas comme ça en tête, mais Parcoursup, en tout cas, s'inscrit en appui de l'évolution des politiques publiques pour donner à voir ces formations-là. J'entends que c'est ça qui est important, finalement. On est un cadre qui met en visibilité des réformes qui se construisent dans l'enseignement supérieur ou dans l'articulation entre enseignement scolaire et enseignement supérieur. Enfin, vous me demandiez, j'allais dire, on est reparti, mais pleinement motivé pour pouvoir intégrer les notes des enseignements de spécialité qui doivent se dérouler avant le 20 et le 22 mars. Ça, c'est un changement structurant qui impactera Parcoursup et qui est à l'articulation avec toujours cette préoccupation qui est la nôtre de créer un continuum entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, parce que le continuum, ça veut dire une idée de sécurisation, ça veut dire une idée de temps pris, et puis les EDS, c'est important, parce que je pense que il n'y a pas de débat Parcoursup contre le bac, c'est un faux débat. La question, c'est les deux leviers pour la réussite ultérieure des lycéens dans leurs études supérieures. C'est ça qui nous motive. Quand on interroge nos auditeurs, qui sont pour beaucoup des parents, ils ont une inquiétude autour du contrôle continu à deux aspects. Peut-être un qui ne vous concerne pas directement, c'est-à-dire que le fait d'avoir les échéances du baccalauréat tôt, etc., ça pose un problème de motivation, d'endurance dans le travail pour leurs enfants, pour aller jusqu'au bout de l'année. Les noms des lycées ne figurent pas. La volonté d'aller au bout de l'année pour le grand oral ou pour les études supérieures ne sont pas suffisantes. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est la disparité des notes. On en avait déjà parlé entre les établissements, qui font que les notes qui remontent dans Parcoursup, l'évaluation, en fait, niveau de lycée, on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça, ces remontes de l'établissement ne sont pas comparables les unes aux autres ? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? L'objectif d'intégration des notes d'enseignement de spécialité, c'est amener plus d'objectivité dans des résultats et avoir aussi bien du contrôle continu, mais aussi des épreuves finales du baccalauréat. Je pense que c'est un vrai enjeu pour l'objectivité et que ça peut de nature à rassurer aussi des lycéens, des parents. Après, il faut aussi être. Ce sujet pas nouveau. Je pense que Charlemagne avait déjà ce sujet repéré que dans ses écoles il y avait des notations différentes. Il y a un travail important qui a été engagé par l'Éducation nationale sur l'évaluation de l'établissement pour créer une logique d'harmonisation, en tout cas de mise en cohérence, dans une perspective à la fois, je pensais, pour les élèves, parce que la note, elle ne sert qu'à évaluer un travail, elle n'a pas d'autres finalités. Et par rapport à un sujet d'égalité de traitement, je comprends, effectivement, les chiffres sont toujours dans ces eaux-là. C'est des cas particuliers, mais chaque cas est unique et chaque cas est important. J'entends cette préoccupation, mais c'est-à-dire que je serai il y a des épreuves tout au long de l'année. Oui, je comprends. Il y en aura toujours, et c'est important. Ces épreuves sont importantes. C'est le baccalauréat qu'il faut avoir. Et puis, on sait que les résultats au baccalauréat sont aussi un élément qui est prégnant dans finalement le travail. Il y a une continuité entre le travail fait avant l'épreuve et puis le travail après l'épreuve. Et je crois que le grand oral, il faut renforcer l'objectivité. On peut toujours se dire qu'il y a une vision un peu utilitariste des révisions. Je révise ça parce que ça peut tomber ou je révise pas ça. Je crois que, et je pense qu'à la fois les parents ont cette préoccupation, les élèves et puis l'ensemble des enseignants, c'est que on travaille aussi pour soi, pour préparer l'après. Je veux dire, c'est ça le sens des enseignements. C'est pas recevoir des enseignements pour recevoir des enseignements, c'est pour se préparer, pour s'enrichir. Et tout ce qui sera fait au dernier trimestre, c'est des éléments aussi qui font partie de la sécurisation du parcours et de la réussite dans l'enseignement supérieur. Donc il n'y a pas de temps inutile, il n'y a que des temps qui permettent d'apprendre, de s'enrichir et de se préparer pour l'étape suivante, pour ceux qui le souhaitent, d'accéder à l'enseignement supérieur. Pour clarifier juste cette histoire de lycée de provenance, pour être sûr que les parents comprennent bien, les noms des lycées ne figurent pas
ne remontent pas automatiquement dans Parcoursup. Les lycées sont anonymisés. Les lycées sont présents sur la fiche Avenir. Sur la fiche Avenir, d'accord. Est-ce que, justement, l'évaluation du niveau du lycée, si on peut dire ça comme ça, est-ce que ça, c'est remonté dans Parcoursup? Non. Jusqu'à Parcoursup, il y a une fiche Avenir. Pour les spécialités, pour les autres matières, qui comptent, oui, peut-être un peu moins, mais... les enseignements de spécialité, il y a des appréciations transversales sur des l'élève a choisi, et puis il y a des éléments d'identification de la place de l'élève dans son groupe d'enseignement de spécialité, qui sont des éléments qu'appréhende. Ça est très important. Et je crois qu'il faut aussi être aussi serein quand même par rapport à ces questions-là, parce que on a un élément. Regardons la réalité des chiffres. D'appréciation objective. Si je suis sur le bac général national, pas les chiffres là de 2022, mais ils sont à peu près constants dans les années. On est sur le bac général, si c'est celui auquel vous pensez. Il y a 97%. Avec toujours le même objectif. Des lycéens qui ont moins de propositions. Traitement du 97%. Prochaine étape pour 2023, déjà on aura le bilan 2022. Effectivement, les chiffres sont toujours dans ces eaux-là. C'est des cas particuliers, mais chaque cas est unique et chaque cas est important. La date de 2023 ressemble à celle de 2022. Je serai à 50%, je vous dirais, oui, je comprends. Je serai dans une situation dans laquelle la mobilité, on voit que certains territoires ne sont pas mobiles et on pourrait se dire, ceux-là, ils ne sont pas pris, voilà. Ça n'est pas la réalité. La mobilité a progressé dans des considérations très fortes, y compris en Île-de-France. Après, ça n'empêche pas, et de ce point de vue-là, c'est toujours quelque chose à travailler. Il faut renforcer l'objectivité, il faut renforcer la transparence des formations sur ce sujet-là. C'est vraiment pleinement le sens de l'inscription des notes d'enseignement de spécialité et de leurs épreuves finales, parce que c'est les dates vont s'adapter au calendrier, mais il n'y a pas de surprise. C'est des corrections par deux enseignants que ceux de son propre établissement. C'est des notes qui pèsent 16% pour chacune des deux épreuves de baccalauréat. Et donc, c'est des notes sur lesquelles nous avons travaillé avec les formations supérieures pour qu'elles puissent les prendre dans leur réalité, dans leur juste appréciation, et que ça donne un éclairage. Et évidemment, cet élément de comparaison sera intéressant parce que ça permet sans doute de rééquilibrer au regard des preuves qui sont celles qui aujourd'hui se déroulaient au mois de juin, parce que finalement derrière le propos, l'inquiétude qui était très honorable, c'était celle-ci. Mais en tout cas, l'idée que nous, c'est d'être dans la continuité, parce que c'est un élément important pour les acteurs. Et à l'épreuve finale, il a 19. Et donc c'est injuste parce que le 19 qui lui aurait l'épreuve finale, il n'est pas pris en compte par rapport à d'autres qui auront peut-être 14 et 14. Voilà. À partir du moment où on met l'épreuve finale au mois de mars pour qu'elle puisse être prise en compte dans le dossier, pas si évident que ça. Je ne vois plus vous voyez ce que veut dire la question qui était posée, l'inquiétude formulée, un conseil pour les lycéens, elle est traitée. Pour les spécialités, pour les autres matières qui comptent peut-être un peu moins, mais elles subsistent. Les enseignements de spécialité sont des enseignements dans lesquels l'élève a choisi, il s'est inscrit. Je ne veux pas non plus, il ne faut pas laisser croire que le reste n'a pas de sens, c'est-à-dire que le reste est clair aussi, a toute son importance, les appréciations des professeurs, tout ça est très important, et encore une fois, je ne néglige pas non plus le contrôle continu, puis dans les autres enseignements. Mais on a un élément qui est un élément aussi d'appréciation objectif, basé sur des épreuves nationales, passées en même temps, avec une harmonisation aussi. Donc, voilà, c'est aussi tout le travail que je salue des collègues de l'Éducation nationale, qui peut aussi être pris en compte, et avec toujours le même objectif, on a vraiment l'objectivation dans le traitement du dossier des candidats. Prochaine étape pour 2023, déjà on aura le bilan 2022, vous savez à quelle échéance à peu près il va être publié rapidement. Et les dates de 2023 ressemblent à celles de 2022. En fait, nous ce que l'on souhaite toujours, plus j'ai de stabilité dans le calendrier, vous pouvez regarder les années, on est très très stable, et on l'est parce que ça permet à tous les acteurs, on a le droit de changer, d'anticiper, de se positionner, et sans effet de surprise. Donc ça n'a pas de sens. Moi je ne suis pas là pour faire des surprises. Il n'y a jamais de mauvaise question. On est là pour garantir une continuité qui permet aux acteurs de positionner leurs actions auprès d'accompagnement auprès des élèves et d'être clair sur l'ensemble. Donc la logique de continuité, donc les dates vont s'adapter au calendrier, mais il n'y a pas de surprise. Chaque année passe, il change de date. J'y suis absolument travaillé sur le projet.
Parcoursup ne peut pas être accusé d'avoir changé la date parce que ça du 2 juin. Mais après, je m'adapte. Vous voyez, si je ne me trompe pas, en 2023, le 14 juillet est un vendredi, le 15 est un samedi, donc je ne peux pas terminer le 15 parce que c'est un samedi. Donc je m'adapterai à ces éléments-là. Ça fait partie de la glorieuse incertitude du calendrier. Très honorable comme réponse. Voilà, mais en tout cas, l'idée que nous, c'est d'être dans la continuité, parce que c'est un élément important pour les acteurs qui, on ne cherche pas à chambouler les choses, on cherche à les améliorer en apportant toujours plus d'informations qui soient utiles, sans en apporter trop. Mais le point d'équilibre entre le trop et le pas assez est pas si évident que cela, mais bon, ça fait partie du travail. Pour conclure, peut-être un conseil pour les parents et un conseil pour les lycéens. Le conseil pour les parents, vous êtes un appui fondamental, très important pour vos enfants. Un appui de confiance, donc on n'a pas besoin de surstresser des jeunes qui le sont peut-être déjà suffisamment. Votre rôle d'accompagnement, moi je suis là aussi pour l'accompagner, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'outils de communication, ils sont là pour être mobilisés au service des parents. Moi vraiment les parents font partie des interlocuteurs et de mes acteurs associés. Je travaille beaucoup avec les fédérations de parents d'élèves, avec toujours le même souci, programmer en amont des temps d'échange qui puissent être bénéficiés à tous. Je pense qu'on a vraiment conscience que les parents sont des alliés dans Parcoursup. C'est une aventure familiale, c'est pas que individuel. Donc il faut que nous, on accompagne l'ensemble du cercle qui est autour du lycéen. Pour les lycéens, peut-être, ça sera toujours le même, je suis sans surprise. Ce qui compte, c'est le projet d'orientation. Ce qui compte, c'est ce que vous souhaitez faire. Ce qui compte, c'est de ne jamais perdre une occasion de tester sa propre appréciation sur ce que je veux faire. On a le droit de changer d'avis. Enfin, c'est pas la première fois que vous le ferez dans votre vie. Donc voilà, il ne faut pas avoir de honte. Il n'y a jamais de mauvaises questions. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a que des questions quand on s'interroge sur ce qu'on a envie de faire. Et on a le droit d'avoir un chemin qui n'est pas une rectiligne. Le mien, il n'est pas du tout rectiligne. Et voilà, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Donc il faut aussi anticiper, travailler sur le projet. Parcoursup, les règles de Parcoursup sont plutôt simples. Enfin, le fonctionnement de Parcoursup est plutôt simple. Donc ne vous angoissez pas sur ce sujet. Préparez-vous, profitez des salons, profitez des interlocutions avec les acteurs du supérieur pour poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Voilà, c'est ça mon principal conseil, c'est de ne pas se tromper de cible. L'objectif, c'est pas Parcoursup en soi, l'objectif, c'est les études qu'il y a derrière. L'objectif, c'est là où on se projette. Continuer à être exigeant sur ce qui vous permet ensuite de vous projeter pour les études du supérieur. Parfait. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé ? Un scoop que vous vouliez me dire ? Parcoursup 2024. On fera 2023. On se revoit l'année prochaine ? C'est ça. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.